Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Claude Barthelone. Claude Barthelone, bonsoir. Bonsoir. Qui est le président socialiste du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Exact. Après avoir expliqué que Dominique Strauss-Kahn était un homme de gauche il y a quelques semaines ou quelques mois, Anne Sinclair a de nouveau pris la parole publiquement pour donner une interview au Point qui a fait beaucoup parler. Nous avions hier à votre place le ministre des Relations avec le Parlement, Henri de Rincourt, qui vous a posé une question à ce sujet. On l'écoute. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que la femme de Dominique Strauss-Kahn ne souhaitait pas que celui-ci puisse s'engager dans un second mandat au Fonds monétaire international. Donc est-ce que ça veut dire, tout simplement, parce que je crois qu'il faut aller droit au but, que Madame Sinclair nous a annoncé aujourd'hui que son mari venait de déclarer sa candidature à la présidence de la République française? Pour parodier un de mes amis, je dirais elle c'est elle et lui c'est lui. On verra bien. On verra bien. De toute façon, l'on sait ce que peut représenter Dominique Strauss-Kahn pour les socialistes et même pour le pays. Je crois qu'à la fois, il a su montrer dans le passé l'attachement qui était le sien à des problèmes de quotidien. Vous savez, on n'est pas impunément maire de Sarcelles pendant de nombreuses années. Il a su montrer ce qu'il était capable de faire au sein d'un gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, la dimension internationale qui est la sienne peut être un atout. Mais attendons, je pense que ce n'est pas qui que ce soit qui peut s'exprimer en son nom. Je crois qu'il y a à la fois un signal qui est émis par Anne Sinclair pour expliquer la disponibilité d'esprit, certainement, de Dominique Strauss-Kahn. Mais à un moment donné, vous savez, c'est sur le projet ce qu'il aura à dire aux Français que l'on verra exactement ce qu'il veut faire. On sait qu'il aurait souhaité que le calendrier des primaires soit retardé. Est-ce que cette interview donnée par son épouse prépare le terrain à un report? Est-ce que vous imaginez qu'ils disent le 13 juillet, qui est la date limite de déclaration des candidatures pour les primaires, pour la présidentielle au sein du PS, ils disent « donnez-moi encore un peu de temps ». Je ne pense pas que ce soit ce calendrier. Lorsque l'on voit les dates importantes auxquelles Dominique Strauss-Kahn est confronté, il y en a une, c'est l'Assemblée générale du FMI, et je vois mal comment, par respect pour sa fonction, il pourrait s'exprimer avant l'Assemblée générale du FMI. Après, je pense que tout le travail qu'il fait depuis des mois, maintenant, c'est aussi pour préparer le G8 qui aura à se dérouler au mois de mai. Donc oui. Nous verrons après. Moi, je pense que avant l'Assemblée générale du FMI et le G8, c'est très difficile pour Dominique Strauss-Kahn de s'exprimer pour dire de manière plus précise ce qu'il veut faire. Le 13 juillet, il pourra le faire ? Je crois. Je pense que après le G8, nous rentrons dans une autre étape. Après le G8, il y aura, à mon avis, un créneau sur lequel il pourra s'exprimer dans le cadre du calendrier qui a été adopté par les socialistes. Vous disiez qu'en ne se déclarant ni l'un ni l'autre, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn se protégeaient d'une certaine façon. J'en suis convaincu. Vous restez de cet avis? Oui, tout à fait. Je pense que le travail que fait Martine Aubry en tant que responsable du Parti socialiste pour fédérer la gauche, pour préparer les élections cantonales, amène un certain nombre de responsables et d'élus, en particulier socialistes, à ne pas se précipiter tous les jours à Washington pour demander à Dominique Strauss-Kahn ce qu'il veut faire. Et l'existence de Dominique Strauss-Kahn permet à Martine Aubry de prendre des initiatives pour faire vivre le Parti socialiste, le faire bouger, ramener des intellectuels, discuter avec la gauche. Donc je pense qu'ils continuent à se protéger l'un l'autre. C'est pas l'avis de tout le monde au PS et c'est notamment pas celui de Jean-Louis Bianco. On va l'écouter. Je trouve que le Parti socialiste a choisi un calendrier stupide qui consiste à ne désigner notre candidat ou notre candidate qu'au mois d'octobre, ce qui est beaucoup trop tard. Nicolas Sarkozy, il est candidat, il est en campagne, nous, on discute, on phosphore, on a des textes très intéressants, mais personne n'en sait rien. C'est le bal des faux-semblants, mais que chacun dise s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Chacun, ça veut dire Dominique Strauss-Kahn. Ça veut dire Dominique Strauss-Kahn, ça veut dire Martine Aubry, ça veut dire même François Hollande, qui laisse entendre que on ne sait pas qui est le leader, on ne sait pas quel est le projet. Eh bien, je pense qu'il se trompe, Jean-Louis Bianco, parce que, pour le moment, toute l'énergie du Parti socialiste et de ses responsables doit être mobilisée pour gagner les élections cantonales. Parce que je suis persuadé que ce sera le bon moyen de préparer la séquence qui suit. Et lorsque Martine Aubry nous a présenté ce programme, d'abord les cantonales, après le projet, après le débat avec les partenaires de gauche et après le candidat, on est dans le bon tempo. Vous savez, j'avais déjà entendu un certain nombre de ces impatiences s'exprimer avec François Mitterrand.
On a vu que finalement, il avait su bien en jouer. Je pense que c'est aussi une idée qu'il faut avoir en tête. François Il y a un temps Mitterrand médiatique. Au second mandat, pour son second mandat. Même au premier, ils étaient déclarés assez tard, hein, alors que chacun voyait déjà à l'époque... Il y avait assez peu de suspense. Oui, mais il y avait eu toute cette période où l'on disait il ne veut pas être candidat. Souvenez-vous, déjà Michel Rocard bougeait beaucoup à ce moment-là. Tandis que là, nous sommes dans une période où, en plus, avec le temps médiatique que nous connaissons aujourd'hui, la multiplication des médias, sur une campagne longue, au bout de 15 jours, on dirait aux socialistes et à son candidat ou à sa candidate, mais cela, vous l'avez déjà dit, qu'est-ce que vous avez de nouveau à présenter? Et je crois que dans le cadre de la difficulté économique, sociale, environnementale que nous connaissons, dans le cadre de l'argent public rare qui sera le contexte d'une victoire de la gauche ou même de la droite aux prochaines élections présidentielles, il y a intérêt à avoir une période condensée pour à la fois mener campagne et amener les Français à comprendre à la fois les espérances, mais aussi les contraintes qui seront ceux d'un nouveau gouvernement. Vous parlez des cantonales. Quel est selon vous l'objectif que doit se fixer le PS? L'objectif officiel, c'est au moins 60 départements? Oui, progresser. Parce que lorsque l'on voit la séquence qui était c'est la moindre des choses quand on se présente à des élections. Mais pourquoi je vous dis cela? C'est que lorsque vous voyez la séquence de référence que nous connaissons, c'est celle de 2004, nous étions déjà très haut. Ça avait été une victoire qui mêlait à l'époque cantonale et régionale, qui avait réservé d'immenses surprises. Donc la barre est déjà très haute. Je pense que si nous progressons encore malgré ce point de départ, ce sera un bon moyen de préparer les élections présidentielles et législatives. Réponse d'une extrême prudence. Non, vous savez, je pense qu'il y a à prendre en compte le fait que, compte tenu de l'état du pays, il y a une attente forte de gauche. Et jamais les militants socialistes n'ont eu autant ce sens des responsabilités. On attend beaucoup de nous. Et du coup, je pense que ce n'est pas sur un calendrier ou des petites phrases que nous pouvons nous opposer. Il y a des talents au Parti socialiste. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Hein. J'ai souhaité le congrès de Reims pour permettre à Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn d'être candidats. Mais nous verrons. En tous les cas, nous avons assez de talent pour pas décevoir le pays et répondre à ce besoin de gauche populaire qui existe. Vous savez, on nous attend beaucoup plus sur des propositions sociales, économiques que sur une histoire de calendrier. En parlant des cantonales, dans votre département, le PS et les Verts ont passé des accords de premier tour dans tous les cantons renouvelables. Sauf deux. Sauf deux. Oui. Est-ce que c'est le but vers lequel on doit tendre à la présidentielle, comme le souhaite François Hollande, que vous ne citez pas d'ailleurs comme candidat potentiel? Alors moi j'ai à la fois une grande amitié et une grande admiration pour François Hollande. Mais en l'occurrence là, je pense que Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn ont, au moment où je vous parle, plus d'avantages compte tenu de leur expérience. Mais ce n'est pas je ne rentrerai pas, vraiment pour ces élections présidentielles, dans une guerre entre les uns et les autres, parce que nous devons être attentifs à chacune de nos paroles et de nos actes, parce qu'il nous faut gagner. Alors après, pour ce qui est de l'Alliance pour l'Alliance, vous savez, j'avais eu l'occasion de commettre un article dans Le Monde, juste après les élections régionales, qui parlait du carré magique. Le carré magique. C'est-à-dire que chaque organisation doit définir son projet. Après, nous devons discuter de l'accord de gouvernement, c'est ce que nous avons fait au niveau départemental, mais pourquoi pas au niveau national, de l'accord sur les circonscriptions et de se poser le moment venu la question de savoir sous quelle forme et de quelle manière nous allons aux élections présidentielles. L'accord de premier tour vous paraît souhaitable à la présidentielle ou pas? Vraiment, je ne pense pas que... Pas d'a priori. Non, je n'ai pas d'a priori. Ce que je veux, c'est que l'on soit capable, compte tenu de l'accord passé sur le projet, sur l'accord électoral, sur le programme de gouvernement, se poser sereinement la question de savoir qu'est-ce qui est le meilleur dispositif pour gagner la présidentielle. Et quel est le candidat des Verts avec lequel l'accord serait le plus naturel? Est-ce que c'est Eva Joly qui est la candidate officielle ou est-ce que c'est Nicolas Hulot qui manifeste quelques ambitions? Mon problème, c'est que j'ai une grande admiration pour la démarche politique et de rassemblement qui a été la démarche de Cécile Duflot. Donc, voilà, chez les Verts, je soutiens une candidate qui n'est pas candidate. Malheureusement, elle dit que oui. Mais oui, mais donc c'est aux Verts de prendre leurs responsabilités. Vous savez, je pense que c'est un moment important pour chacune des organisations politiques. Je souhaite qu'ils choisissent le ou la candidate qui leur permette à la fois de se rassembler
et de pouvoir participer à la victoire de la gauche et des écologistes au second tour. Nicolas Sarkozy participe ce soir à une grande émission sur TF1. Nous sommes en pleine polémique sur les avions ministériels. Est-ce qu'il doit des explications aux Français sur la République irréprochable dont il s'était fait l'apôtre ? Bien sûr, parce que je pense qu'il y a une responsabilité forte du président de la République dans toutes ces dérives. Regardez, entre le Phuket, le yacht de Bolloré, les vacances aux États-Unis, l'espèce d'argent roi qu'il a sacralisé, il a fait finalement, même au sein de son gouvernement, vous, c'est sur le même plan ? Je mets sur le même plan cette envie de paraître et d'avoir ce culte de la manière de vivre très exposé. Mais il y a, à côté de cela, des fautes sur lesquelles il devra s'expliquer. Moi, je mets pas sur le même plan que ce culte de l'argent fou et roi, le déplacement de Madame Alliot-Marie. Là, il y a faute politique. Je pense qu'il ne pouvait pas y avoir le voyage d'une ministre des Affaires étrangères en Tunisie au moment où la Tunisie vivait déjà des événements qui devaient l'amener à connaître la liberté. Et l'excursion de François Fillon ? Là, on voit bien qu'il y avait nécessité de redéfinir les règles. Je mets pas les deux voyages sur le même plan. Vous voyez, autant je pense qu'il y a faute politique pour Madame Alliot-Marie. Là, en ce qui concerne le Premier ministre, je pense que c'est un certain nombre de règles qu'il faut fixer. Et le président de la République aurait dû les fixer au moment où il parlait de sa conception de l'État irréprochable. On aurait évité une crise dont les Français n'ont pas besoin, un moment où ils auraient plus nécessité à se rassembler qu'à s'opposer. En parlant de finances, vous avez porté plainte contre des banques auxquelles vous reprochez d'avoir prêté de l'argent à votre prédécesseur à la tête du Conseil général à des taux variables. On a beaucoup de questions d'internautes à ce sujet. Roland 99 vous demande si je devais faire le même choix pour un crédit avec mon épouse, qui serait le coupable ? Moi, la banque ou bien mes enfants qui devront payer ? Eh bien, d'abord la banque, parce que la banque a un devoir de conseil à clients non initiés. Et si la banque allait voir votre internaute sans lui donner l'ensemble des informations pour qu'il fasse le bon choix entre produits à taux variable et produits structurés. On peut imaginer qu'à ce niveau-là de l'administration, que les élus ignorent ce que c'est. Bien sûr. Vous savez, c'est pas une erreur, c'est pas un signe d'incompétence. Non, pas du tout. Vous savez, il y a une différence importante entre la gestion d'une collectivité locale et la gestion de produits spéculatifs. Lorsque j'ai découvert, puisque j'ai été le premier élu à dénoncer ces pratiques bancaires, il a fallu que j'aille chez un de mes amis qui était spécialiste de salle des marchés pour comprendre ce qu'étaient les produits structurés, les produits toxiques. Et en l'occurrence, depuis 92, l'État français le savait, puisqu'il y avait un décret qui interdisait la pratique de ces produits spéculatifs de la part des collectivités locales. Et là, je pense qu'il y a vraiment une faute des banques. Et puis, écoutez, on a dit à un moment donné, mais des grandes collectivités. Depuis quelques jours, on se rend compte qu'il y a même des petites collectivités qui ont été victimes de ce genre de pratiques. J'ai entendu le maire d'une ville bretonne de 6000 habitants qui a des emprunts basés sur le cours comparé du yen et du dollar. Non, je pense qu'il y avait eu une période, que nous avons connue, une période d'argent fou, et que cette période où les banques étaient arrogantes est en train de revenir. Elles ne se rendent pas compte qu'avec la crise financière que nous avons connue, elles ont eu une responsabilité, elles ont eu besoin de l'État français et de l'effort de l'ensemble des contribuables pour se sortir de la difficulté, et aujourd'hui elles reprennent comme avant. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour terminer. Lorsque vous vous rendez compte que les banques ont plus insisté auprès des collectivités locales sur les prêts des 3 premières années, sans insister sur les risques qui pouvaient être courus sur les 30 années qui suivaient, là, il y a un défaut de conseil qui méritera d'être sanctionné par la justice. Eh bien, la justice le dira. Claude Barthelone, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.